Monsieur Augustin Redondo. Quel plaisir de vous retrouver de nouveau, toujours ici, dans votre bureau, pour nous parler d'un thème que vous avez particulièrement exploré et qui pourrait, nous n'en doutons pas, éclairer un peu plus profondément notre lecture de Don Quichotte. Alors merci pour ce partage et on vous écoute. Bon, bonjour, je suis moi-même très heureux de vous retrouver ici pour échanger sur un auteur qui nous tient à cœur l'un et l'autre, Cervantes bien sûr, et plus directement le Don Quichotte. Alors je vais parler donc aujourd'hui d'un thème qui à première vue peut paraître un peu saugrenu, qui est celui du cochon, du porc, dans le Don Quichotte. Je dis le porc parce que la langue classique espagnole ne connaît pas le terme qui aujourd'hui est très utilisé, qui est celui de cerdo. Elle parle toujours de puerco, c'est-à-dire de porc. Alors donc, le cochon dans le Don Quichotte. Alors le cochon, comme tout le monde le sait, c'est chez beaucoup de populations, la nourriture de base carnée. De ce point de vue, elle a un aspect très très positif. D'autant plus que, comme le disait déjà Pline, il y a 100 façons de le préparer. Mais le cochon a aussi un aspect négatif, c'est-à-dire que le cochon est ambivalent. Un aspect négatif parce que il est le symbole d'un certain nombre de péchés, comme la gourmandise, l'avidité pour les aliments, et de l'autre côté la luxure, puisque les truies sont très prolifiques. Un tableau de Bosch qui est au Prado l'illustre parfaitement, mais je n'insiste pas. De l'autre côté aussi, il est lié à un certain nombre de tabous d'interdits. La Bible, et de l'autre côté le Coran, le considère comme un animal immonde, et par conséquent un animal qui est objet de rejet catégorique. Il y a donc toute une série d'aspects négatifs qui sont liés au cochon. Le cochon a donc une ambivalence fondamentale. Tant et si bien que, d'un côté, il y avait les mangeurs de cochons, et de l'autre côté, ceux qui le rejetaient. Cela a permis de séparer ce que Américo Castro et d'autres ont appelé les porcophiles des porcophobes. Et cela existe tout à fait, en effet, incontestablement. Tant et si bien que l'Inquisition s'est souvent emparée de ce thème comme révélateur de l'adhésion à la religion catholique. Ceux qui mangeaient du porc étaient incontestablement des catholiques, et par antonomase des vieux chrétiens. Ceux qui ne mangeaient pas de porc, ceux qui le rejetaient, étaient au contraire des nouveaux chrétiens qui avaient une ascendance soit juive, soit mort. Dans la plupart des cas, pour les textes qui nous intéressent, il s'agit d'ascendance juive. Donc, un thème qui est très porteur et en même temps, comme je le répète, très ambivalent. Ce sont donc ces divers aspects, d'autant plus que j'avais oublié que le porc, on ne différencie pas en espagnol classique le porc du sanglier. L'un est le porc domestique donc, et l'autre est le porc sauvage. Donc, quand on parle de porc, ça peut être l'un, ça peut être l'autre. Et le porc sauvage, le sanglier par conséquent, est considéré comme un modèle de vaillance, un modèle de témérité, un modèle de furie. Il a donc servi effectivement de modèle donc aux entreprises guerrières, très souvent. J'y reviendrai dans la dernière partie de mon exposé. Tant et si bien que certaines maisons nobles n'ont pas hésité à l'insérer dans leur blason. Alors, comme on peut le voir, donc, le porc, le cochon, est un animal qui a diverses dimensions. J'ajouterai à cela que, à la fin du XVIe siècle, au début du XVIIe siècle, au moment donc où s'élabore la première partie du Don Quichotte, une série de textes qui appartiennent soit aux traditions populaires, soit aux traditions savantes, mettent l'accent sur une exaltation du cochon
qui est vu comme une arme contre les juifs et contre les morts. Donc le cochon devient l'objet d'une utilisation anti-judaïque et anti-musulmane. C'est donc ces divers aspects, d'une façon ou d'une autre, que je voudrais évoquer à propos du Don Quichotte. Alors tout d'abord, une réalité. La première partie du Don Quichotte, et une bonne partie de la deuxième, se déroule dans la Mancha. La Mancha, donc la Manche, cette terre agreste par excellence, qui est une terre qui porte beaucoup de chênes. Les chênes, c'est-à-dire des glands, le gland qui est la nourriture privilégiée des porcs, qu'ils soient domestiques ou qu'ils soient sauvages. Ces chênes, par conséquent, jouent un rôle important dans le Don Quichotte. On les voit apparaître à divers moments. Et la Manche est une terre de cochons. Les cochons sont présents de ce point de vue dans le Don Quichotte, dans la réalité physique du Don Quichotte. On voit par exemple les cochons apparaître lorsque Don Quichotte s'achemine vers l'auberge dans laquelle il va être armé chevalier de façon chipperesque. On évoque un porcher qui était en train de recueillir, de ramasser les cochons, de les rassembler, qui étaient en train de manger dans un champ. De la même façon, on évoque le chartreur de cochons, qui vient dans une auberge et qui se déplace donc d'un troupeau de cochons à un autre, pour pouvoir le châtrer. De la même façon, il ne faut pas oublier que dans la deuxième partie du Don Quichotte très sournoisement rappellera à Sancho qu'il a été porché lorsqu'il était jeune homme ou lorsqu'il était gamin. Donc une réalité là qui est dans le texte. Par ailleurs, il ne faut pas oublier un épisode célèbre de la deuxième partie, celui des 600 cochons qui sont réunis et qu'on a réunis pour les envoyer, pour les escorter plutôt, pour les amener à une foire pour les vendre. Ils vont jouer un rôle que j'évoquerai tout à l'heure dans la deuxième partie. Alors donc, il y a tout cela, et puis quelque chose qui, assez rapidement, au chapitre 9, n'est pas sans avoir un certain intérêt. Lorsque le récit s'est interrompu et que tout à coup, on rappelle que on a trouvé des manuscrits dans l'Alcana de Tolède, dans le marché de Tolède, des manuscrits qui sont écrits en arabe, qu'il va falloir traduire, bon, etc. Je n'insiste pas là-dessus. Et dans un de ces manuscrits, il y a une représentation de Dulcinea del Toboso, alias Aldonza Lorenzo, donc la dame des pensées de Don Quichotte, et on dit qu'elle avait, cette dame, la meilleure main pour saler les cochons de toute la Manche. Le cochon, donc, est là, omniprésent, comme une réalité physique et comme des allusions qui arrivent dès le chapitre 9, c'est-à-dire très rapidement, dans le Don Quichotte. Alors, cette réalité est liée aussi au fait que on voit le cochon apparaître comme nourriture. Don Quichotte mange tous les jours ce que nous appellerons un pot-au-feu. Et un proverbe dit de façon très nette, il n'existe pas de olla, de pot-au-feu, sans le lard. Ce qui veut dire par conséquent que manger le pot-au-feu, manger la olla, ça implique qu'il y ait du lard. Et on nous dit aussi que le samedi, Don Quichotte mangeait ces fameux duelos y quebrantos sur lesquels je reviendrai, et que depuis un travail célèbre de Rodríguez Marín, on sait qu'il s'agit de hauts plats avec du lard. Donc le lard est encore omniprésent, là, comme nourriture de base. Par ailleurs, dans les fameuses auberges où arrivent les deux protagonistes, on mange du lard, du cochon, etc. Bon, et on pourrait multiplier les exemples. Dans les noces de Camache,
il y a à un moment donné tout un bœuf qu'on est en train de faire rôtir là, et pour l'agrémenter, qu'est-ce qu'il y a? Il y a toute une série de petits cochons qui sont à l'intérieur, donc les cochons sont aussi présents là comme aliment. Donc le cochon est là physiquement, matériellement présent dans le Don Quichotte. Mais le cochon a aussi d'autres aspects dans le Don Quichotte sur lesquels je vais insister davantage. Je voudrais ajouter autre chose. C'est que un proverbe très célèbre indique que a cada puerco le llega su San Martín. À chaque cochon, pour chaque cochon, arrive la Saint-Martin. Pourquoi? Parce que la Saint-Martin, c'est le 11 novembre. Le 11 novembre correspond à l'époque où l'on tuait des cochons. C'est ce qu'on appelle en espagnol la matanza del cerdo. C'est à ce moment-là qu'on tue le cochon. Tuer le cochon, ça veut dire toute une série de rites, et ça veut dire l'ouvrir, ça veut dire voir l'intérieur du cochon. Or, depuis des époques très anciennes, on s'est rendu compte, les médecins les premiers, que l'intérieur du cochon est très semblable à l'intérieur humain. C'est-à-dire que il y a une similitude entre le cochon et l'homme. C'est-à-dire que, comme disait l'anthropologue Pastoureau, le cochon, ce cousin méconnu, Il y a donc des racines anthropologiques très profondes qui font que il y a un passage possible de l'homme au cochon ou du cochon à l'homme. On assiste ainsi à toute une série de métamorphoses dont les textes les plus célèbres, les textes anciens les plus célèbres, comme par exemple les textes d'Homère, l'Iliade, vont nous laisser, ou l'Odyssée, vont nous laisser toute une série de témoignages. Il en est de même d'Ovide avec ses fameuses métamorphoses. Mais pour en revenir à Homère, souvenons-nous simplement de l'épopée d'Ulysse. Ulysse arrive au cours de ses pérégrinations dans une île où il va rencontrer la magicienne Circé. Et la magicienne Circé va transformer tous ses compagnons en pourceaux. Et ce n'est que parce que Ulysse, se mettant en colère et la menaçant de mort, va intervenir, qu'elle va être obligée de leur restituer leur être premier. Nous avons là donc toute une série de métamorphoses, c'est-à-dire de passages de l'un à l'autre, à l'intérieur, par conséquent, du récit homérique. Et on pourrait multiplier comme ça les exemples, et en particulier parler de Saint Nicolas, qui dans un de ses épisodes nous indique que chez un boucher étaient arrivés deux Jovenceaux qui étaient très pauvres, qui avaient demandé l'hospitalité, il les avait accueillis, mais il les avait ensuite transformés en chair à saucisse. Il les avait, en quelque sorte, métamorphosés en cochons. Et ce n'est que parce que Saint Nicolas intervient qu'il va leur faire récupérer leur être primitif. Bon, etc., etc. Il y a toute une série comme ça de mythes et de légendes sur les croisements qui existent entre l'un et l'autre. Et je voudrais dire à ce propos que ces métamorphoses, ces transformations sont un signe évident de l'ambiguïté, encore une fois, du statut ambigu du cochon. Il faudrait peut-être indiquer aussi que, comme je l'ai souligné au début, la séparation entre porcophile et porcophobe plonge ses racines aussi dans cette utilisation donc des métamorphoses. Il est incontestable que
dans le Don Quichotte, on va être amené à s'interroger justement sur le statut des personnages. Sont-ils porcophiles ou sont-ils porcophobes? On peut dire que Sancho est un porcophile. Pourquoi? Parce qu'il fait partie justement de ces êtres qui ont un statut d'être porcin. Pourquoi? Deux auteurs le disent très clairement, l'un à la fin du XVIe siècle, l'autre au début du XVIIe. Sancho, porc ou cochon, c'est la même chose. Sancho, porc ou cochon, c'est la même chose. Sancho appartient donc à l'univers porcin par excellence. Sancho est la métaphore du cochon. Le cochon, à travers le personnage de Sancho, est donc présent du début, à partir du moment où il apparaît, bien sûr, du début à la fin de l'œuvre. Il y a donc là une donnée nouvelle qui mérite d'être soulignée et qui mérite d'être utilisée. Et Don Quichotte. Don Quichotte, les turiféraires d'Américo Castro qui a élaboré ses théories à partir du conflit entre les castes. Les turiféraires d'Américo Castro soulignent que Don Quichotte appartiendrait à ces hidalgos manchados, c'est-à-dire salis, qui ont du sang juif dans les veines. Et en effet, dans la Nouvelle-Castille, il en existait un certain nombre de ce type. Et il s'appuie aussi sur le fait que la nourriture de Don Quichotte est très significative. En effet, le fameux samedi, qu'est-ce qu'il mangeait? Les duelos y quebrantos. C'est-à-dire deux termes qui mettent en évidence, en espagnol, l'affliction, la tristesse. Et, d'après Américo Castro, ces deux termes auraient servi à qualifier, en effet, ce plat en question, que les nouveaux convertis d'origine juive, qui judaïsaient par-dessous, étaient obligés de manger pour donner le change, et pour eux, ça ne pouvait être qu'un signe de profonde affliction. À tel point que lui nous dit que les vieux chrétiens avaient un autre terme pour le désigner, ce plat-là. Il parle de el don de Dios, le don de Dieu. Mais si nous étions portés à suivre Américo Castro, il faudrait d'abord avoir la certitude qu'en effet cela répond à quelque chose que l'on trouve dans les textes. Or, malheureusement, nous n'avons pas d'attestation de cela. Ce qui veut dire par conséquent que cette affirmation, Américo Castro est prudent dans la façon de nous présenter les choses, mais cette affirmation peut être sujette à caution. Et je reviendrai sur ce point dans un instant. Je dis donc il y a un instant que les propos d'Américo Castro peuvent être remis en doute, disons. Mais il y a d'autres éléments qu'il faut prendre en compte. Il y a d'abord le fait que Don Quichotte a pour dame aimée cet Aldonza Lorenzo, alias Dulcinée du Toboso, dont on nous dit, au chapitre 9, je l'ai déjà évoqué d'entrée de jeu, qu'elle avait la meilleure main pour saler les cochons. Ce qui veut dire par conséquent qu'il est lié par la femme aimée à l'univers porcin. Et s'il est lié à l'univers porcin, ça veut dire qu'il est du côté des porcophiles et non pas du côté des porcophobes. Mais il y a d'autres éléments encore qu'il faut évoquer. Lors de cette bourle gigantesque
qui est monté par le curé et par Dorothée, qui va consister à transformer Dorothée en princesse. La princesse Micomicona. Or, Mico en espagnol, ça veut dire singe. Donc la princesse Micomicona, ça veut dire la princesse deux fois Guenon, puisqu'il y a une répétition. Donc la princesse va venir trouver Don Quichotte en disant que son père est décédé, mais qu'il a laissé une prophétie, parce que un de ses oncles, qui est un enchanteur, un magicien en même temps, a usurpé son royaume. Et que la prophétie de son père est de souligner qu'un chevalier errant qui, du côté droit, sous l'épaule gauche, aurait une marque brune avec de longs poils, avec des soies de sanglier. Et on assiste à un épisode burlesque sur lequel je vais passer rapidement, parce que Don Quichotte veut se dévêtir pour voir s'il a bien ses marques. Sancho lui dit qu'il les a vues, donc, et comme il veut se dévêtir, Sancho dit ce n'est pas nécessaire, je les ai vues. Et la princesse dit, de toute façon, peu importe, puisqu'elle existe. Alors donc, cette marque brune, avec des soies de sanglier, avec des soies de sanglier, avec des soies de porc sauvage. Il faut bien voir que nous sommes là au niveau de deux éléments mythiques. D'un côté, la marque. La marque, c'est ce qui permet de reconnaître le héros qui est caché, mais qui doit avoir déjà un destin privilégié. Et ce destin privilégié le conduit très souvent à monter sur le trône. On trouve cela dans toute une série de récits, et notamment dans le livre de chevalerie. La deuxième est quelque chose qui est lié à ces fameuses soies de sanglier, avec des croyances par-dessus. Toute une série de croyances analysées par certains anthropologues. Ces croyances disent que le fait d'avoir un névus poilu impliquerait un contact avec le cochon. Soit un contact direct, soit un contact en rêve. Mais de toute façon, un contact avec le cochon. Ce qui veut dire que le cochon est omniprésent à travers la marque qu'a Don Quichotte. Mais cela n'est pas sans faire penser à autre chose. C'est que dans la tradition espagnole, il y a une maison très célèbre, nobiliaire, très célèbre, qui est la maison de la Cerda. La maison de la Cerda. En espagnol, je l'ai déjà dit, le terme, en espagnol classique, le terme cerdo n'existe pas. Ce qui existe, c'est cerda. Et cerda sert à qualifier ces poils qui sont drus, rêches, comme des soies de sanglier. À tel point que les troupeaux de cochons étaient qualifiés de troupeaux ganado de la cerda. Troupeau par conséquent de la cerda, donc de ces poils, rêches, durs, etc. Et la maison de la cerda a eu pour fondateur un enfant royal, Don Fernando de la Cerda, qui était le fils d'Alphonse X, le sage ou le savant, et on l'appelait ainsi parce qu'il avait, alors je vous cite textuellement ce que dit le Covarrubias. Covarrubias dit, il avait une tache brune d'où pendait un poil long et épais comme une soie de sanglier.
Ça, c'est la tradition. Et elle est attestée dans plusieurs chroniques, bien sûr. Donc ce poil long, ce poil qui est un poil de sanglier, va donner naissance à l'appellation. Il va s'appeler Fernando de la Cerda. Et tous ses descendants vont porter le titre de Cerda. Or, il s'agit d'une des grandes maisons ducales espagnoles. Et cela, par conséquent, nous conduit à penser que celui qui, dans notre récit, a l'équivalent, doit avoir un destin princier. Et si l'on se réfère à la prophétie de la fin de la première partie, où l'on évoque effectivement le destin de Don Quichotte, on se rend compte que ce qui lui est prophétisé de manière burlesque, mais que lui prend au sérieux, ce qui lui est prophétisé, c'est effectivement un destin royal. Il doit être fondateur de royaume, fondateur de lignée royale. Mais de l'autre côté, Don Quichotte, de ce point de vue, ne peut apparaître que comme un porcophile, et pas un porcophobe. Les deux personnages seraient donc des porcophiles. En réalité, l'auteur, comme d'habitude, file son récit d'une façon si fine que on est dans un entre-deux constamment. D'autant plus que, comme je l'ai déjà souligné, le récit s'inverse constamment. Il y a un système de réversibilité qui est à l'œuvre dans le récit. Donc, il est plutôt porcophile, mais par certains aspects, il pourrait apparaître, malgré tout, un peu porcophobe. Enfin, quoi qu'il en soit, disons, on ne peut pas asseoir une théorie sur le fait que il serait un de ces hidalgos salis, tachés, manchados. Il n'y a rien dans le texte qui permette de l'affirmer. Même s'il y a un clin d'œil fait au lecteur lorsque il l'appelle l'Hidalgo de la Mancha. Alors la Mancha, c'est le paysage agreste, tout ce que l'on veut, c'est aussi la tâche. Donc, bon. Alors, la tâche. La Mancha, la tâche. Les porcophiles et les porcophobes. Cette tâche, elle inspire le discours constant de Sancho. Sancho affirme à plusieurs reprises qu'il est vieux chrétien. Et comme un vieux chrétien, il ne peut avoir que du sang de vieux chrétien, du sang pur, dans les veines. Or, il ne faut pas s'étonner non plus qu'un paysan puisse s'affirmer ainsi vieux chrétien. Nous savons que les travailleurs de la terre, les paysans, appartenaient en effet aux vieux chrétiens depuis toujours. Parce que les nouveaux chrétiens, en particulier d'origine juive, les nouveaux chrétiens étaient des hommes de la ville, qui avaient des métiers urbains, et des métiers intellectuels pour un certain nombre d'entre eux. Donc, ils n'étaient pas des hommes de la campagne, ça c'est incontestable. De l'autre côté, comme je l'ai déjà dit, il est le cochon par excellence, si je puis m'exprimer ainsi. Donc il est obligatoirement de sang pur. Il est un mangeur de cochons. Et il va affirmer plusieurs fois cela. Il va l'affirmer, par exemple, je cite 2 ou 3 textes. Je crois toujours fermement et sincèrement en Dieu et en tout ce qu'affirme et croit la Sainte Église catholique romaine, sans oublier ma haine des Juifs dont je suis l'ennemi mortel. Quoique pauvre, je suis vieux chrétien. Et il revient à cela. Je suis vieux chrétien. Il réaffirme de nouveau. Et précisément, lorsque Don Quichotte évoque le royaume qu'il pourrait donc obtenir et les bénéfices qu'il pourrait octroyer
à Sancho, il évoque toute une série de divinités, en particulier la divinité comtale, et Sancho dit je suis vieux chrétien textuellement, je suis chrétien, je suis vieux chrétien, pardon, et pour devenir comte, cela suffit. Et Don Quichotte, qu'on peut imaginer avec un petit sourire narquois, qui dit immédiatement, c'est plus qu'il en faut, et quand bien même tu ne le serais pas, cela ne ferait rien à l'affaire. Donc, on dirait que Don Quichotte défend non pas les porcophiles, non pas les vieux chrétiens, mais les nouveaux chrétiens. Encore une fois, je dis, le texte est très ambigu. Mais ce qui est incontestable, c'est qu'il y a dans le texte une conscience très nette du problème de la discrimination qui est établie entre les vieux chrétiens et les nouveaux chrétiens. Pour obtenir une charge, un bénéfice, il faut démontrer sa pureté de sang. Et même si on a des ancêtres qui ont été juifs ou morts, mais dans la plupart des cas c'est juif, même si on a des ancêtres qui sont juifs, si on est un converti fervent, authentique, peu importe, si on a du sang juif dans les veines, on ne peut pas obtenir cela. Il y a donc dans le texte cette prise de conscience et cette ironie acerbe, mordante, au sujet de ce que cela implique dans une société qui est une société en crise et qui est rongée par tous ces prurites de pureté de sang, par tous ces fantasmes au sujet de ce qu'est le sang pur. D'autant plus que beaucoup de maisons nobiliaires, il ne faut jamais l'oublier, s'inventent des généalogies, alors qu'elles ont des accointances, elles ont parfois, très directement, certains de leurs ancêtres convolés avec des femmes qui appartenaient qui avaient des origines juives. Donc, on s'invente toute une série de généalogies. Donc, il y a là un problème qui est un problème majeur, et le révélateur de tout cela, comme je le disais, c'est le cochon. Il y a les mangeurs de cochons et ceux qui ne mangent pas de cochons. On est là au centre d'une problématique qui taraude le Don Quichotte. Non pas, qui n'affleure pas sans cesse dans le Don Quichotte, mais qui court sournoisement dans le Don Quichotte. Et il est un exemple aussi, alors, avec l'autre minorité, qui devrait faire réfléchir. C'est celui de Ricote, c'est l'exemple de Ricote. Lorsque Sancho découvre Ricote parmi les pèlerins venus d'Allemagne et déguisés en pèlerins, et que, en bons amis, parce qu'ils étaient amis dans leur village, ils vont manger à l'ombre, et ils vont manger, entre autres choses, ils vont ronger les os de jambon. Mais si Ricote ronge ces os de jambon, il ne peut pas être mort au sens fort du mot. C'est-à-dire, il ne peut pas être musulman. Il y a donc là des ambiguïtés constantes dans le texte. Le texte joue de tout ce que cela implique. Mais il y a, et cela est incontestable, une condamnation à travers les propos qui sont tenus, soit par le narrateur, soit par les personnages, de ce qu'implique ce système, qui a causé tellement de maux en Espagne et qui était une des causes de la décadence de l'Espagne. Mais revenons-en donc au cochon. J'ai dit que le sanglier était un modèle de combattant. Et il y a dans le texte deux épisodes que je voudrais évoquer, qui sont très significatifs et qui vont nous introduire à une dernière partie. C'est dans la deuxième partie du Don Quichotte. Dans la deuxième partie du Don Quichotte, il y a un épisode qui mérite le commentaire, c'est celui des 600 cochons
que quelques hommes conduisent à une foire pour les vendre. Souvenons-nous que cet épisode va avoir lieu dans un endroit précis, qui est l'endroit où il y a eu 10 chapitres plus tôt, un épisode avec le troupeau de taureaux. Don Quichotte et Sancho, il y a eu auparavant l'évocation de 2 églogues avec 2 jeunes filles qui jettent des fleurs à Don Quichotte parce qu'elles ont lu Don Quichotte. Et Don Quichotte est aux anges. Et c'est à cet endroit-là, lorsqu'il revient, c'est à cet endroit-là que il va être renversé, ainsi que Sancho, par une furie qui passe sur eux. Ce sont des taureaux qui sont lancés au galop. Les taureaux, c'est le symbole même espagnol de la virilité. Je dirais même le symbole même des vieux chrétiens, en allant vite. Et ils sont renversés par eux. Mais non seulement Don Quichotte, mais Sancho aussi. Ce qui ne manque pas de sel. Et que va dire Don Quichotte? Don Quichotte va dire, ce sont des animaux immondes. Animaux immondes. Il y a là quelque chose qui choque dans sa bouche, parce que parler de taureaux et appeler animaux immondes, qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire immondes parce qu'ils l'ont renversé, parce qu'ils l'ont foulé aux pieds, etc. C'est cela. 10 chapitres plus loin, ils reviennent au même endroit. La nuit commence à tomber. Ils entendent un bruit qui est un bruit très préoccupant. Sancho a une grande peur. Don Quichotte, on peut pas dire qu'il ait peur, mais il n'est pas très rassuré. On se demande si ce n'est pas la fameuse Estantigua, cette fameuse Estantigua sortie de l'enfer qui est en train d'arriver. Et puis tout à coup, c'est un troupeau de cochons qui arrive et qui les renverse. Ils sont foulés, ils sont renversés, foulés, exactement comme avaient fait les taureaux. Et Don Quichotte ne va pas les traiter d'animaux immondes. C'est le narrateur qui va dire animaux immondes, pas Don Quichotte. Alors on a voulu, j'y reviendrai dans un moment, on a voulu voir là une métaphore de ce qui arrivait aux nouveaux chrétiens. Comme Don Quichotte et Sancho, et en particulier Don Quichotte, qui serait donc un de ces hidalgos manchados, le porte-parole de ces nouveaux chrétiens d'origine juive. Comme Don Quichotte et Sancho, dans cet épisode, ils sont renversés, eux aussi, ils sont foulés, ils sont maltraités par les représentants de l'autorité civile et religieuse, étant donné que tous les pouvoirs sont entre les mains des porcophiles, des vieux chrétiens mangeurs de cochons. Je vais y revenir dans un instant.